Bonsoir à tous. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. C'est signé Simone de Beauvoir. C'est une phrase qui est en exergue de la bande dessinée de Marie Bardio-Vallante. Elle est l'invitée de LCR ce soir. A marqué un pas irréversible. Voilà, le procès historique évidemment de Bobigny en 1972, comme on dit en Belgique. Bonsoir Marie Bardio-Vallante, on est ravis de vous avoir. Je m'empresse tout de suite de citer la dessinatrice qui travaille avec vous, c'est Carole Morel. Oui, tout à fait. Pour cette BD qui est essentielle. Mais tout d'abord, on a beaucoup parlé de ce sujet, il y a eu des films, des documentaires, on a récemment reparlé de Gisèle Halimi, Simone Veil, etc. Mais pourquoi cette BD maintenant ? Alors, elle sort maintenant. Ouais. Bon, maintenant, voilà, il y a quelques années déjà que j'y ai réfléchi. Bien sûr. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle a des répercussions. Alors, elle a des échos, mais quand la question de l'IVG a des échos depuis plusieurs années, effectivement. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Oui. On se rend compte qu'en Europe, en fait, on n'est pas protégés. Les Européennes ne sont pas du tout protégées. Il y a des pays où, effectivement, on n'a toujours pas le droit d'avorter, la Pologne, Malte. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très particulier parce qu'en France, notamment, on parle de la constitutionnalisation de l'IVG. Ce qui n'est toujours pas le cas pour l'instant. Oui, mais ça devrait arriver là a priori, espérons-le. On attend une déclaration de Macron à ce propos. Voilà, mais c'était pas du tout anticipé. Vous vous rendez bien compte entre le moment où on réfléchit en fait à faire une bande dessinée où on a un projet et le jour où elle arrive dans les librairies, il y a quelques années qui se passent. Ouais. Il y a d'autres questions aussi soulevées par ça, parce qu'on parle d'avortement, d'IVG, on parle de viol aussi. Il y a notamment des cas assez impressionnantes sur le viol, sur cette personne, Marie-Claire, on va en parler, qui est violée. Or, le viol, on en parle aussi beaucoup en ce moment. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était pas du tout un délit. On pouvait violer comme ça. Je dirais que c'est toujours le cas, mais voilà. C'était pas un crime, surtout en 1972, à part dans des conditions très particulières. Mais en effet, c'était les violences sexuelles de façon générale, les agressions sexuelles et les viols, étaient légion, mais ils le sont toujours autant et ils sont toujours ils sont toujours très peu punis, enfin portés en justice en tout cas. Donc les féministes le soulignent suffisamment parce que pour prouver aujourd'hui, c'est le seul crime sans cadavre. Donc, en fait, voilà. Donc, pour prouver un viol, c'est toujours parole contre parole, ce qui est très difficile. Ouais. Et ce qui est très compliqué dans le cas précis de la jeune Marie-Claire, on est en 72, en 72, pardon, elle a tout juste 16 ans quand elle tombe enceinte, suite, je l'ai dit, à un viol. Elle est soutenue par sa mère, elle décide donc d'avorter. Mais l'avortement est un délit. À ce moment-là. Et c'est son agresseur, c'est ça qui est fou, c'est l'agresseur qui va les dénoncer. En fait. Oui, il les dénonce parce qu'il est arrêté, lui, pour un autre délit. En fait, c'est un petit délinquant. Et il échange. En fait, la dénonciation de ces femmes-là contre sa libération, ou une peine moins grave. Je ne me suis pas attardée sur lui parce qu'il ne m'intéresse pas beaucoup. Ça se sent d'ailleurs. Mais oui, mais voilà, je l'ai mis de côté. Je voulais absolument pas que le sujet tourne encore autour des agresseurs, des violeurs. Vous voyez, Pourquoi c'est une tendance qu'on a souvent ? Souvent, quand les femmes sont victimes ou les enfants, quand ils sont victimes, on parle beaucoup de l'agression
l'agresseur, et on en oublie un petit peu ce qui se passe pour la victime, et je trouve ça vraiment, c'est un problème en soi, hein, parce que ça invisibilise. Donc moi, c'était absolument pas mon sujet. Mon sujet, c'est ce que vivait cette jeune fille et toutes les femmes adultes autour d'elle qui se sont emparées aussi de son affaire et qui l'ont aidée et soutenue. Ouais, jusqu'à l'avocate Gisèle Halimi, on va en parler. Mais c'est vrai que vous insistez fort sur le quotidien de cette jeune Marie-Claire Chevalier, de sa maman, de ses petites sœurs, etc. C'était important pour vous? Parce qu'il y a un côté social là-dedans très fort. Alors, il y a un côté social parce qu'il y a déjà la question de la lutte des classes d'une certaine façon, ce qu'on voit au procès, hein, qui est vraiment mis en exergue. Mais au-delà de ça, oui, ce sont des questions du quotidien, de l'ordinaire de beaucoup de femmes. Et je voulais montrer aussi les difficultés parce que quand on individualise, on oublie l'universalité en fait du traitement d'un sujet. Et pour moi, c'était important et qu'on puisse toutes se reconnaître en fait, dans ce quotidien de nos mères ou de nos grands-mères, je ne sais pas, selon l'âge qu'auront les lectrices et les lecteurs. C'était essentiel effectivement de ne pas les oublier et de montrer le réel. Moi, je trouve que, je suis une historienne qui s'intéresse au réel, quoi. Il y a ce réel, il y a ce quotidien, et puis il y a cette avocate, Gisèle Halimi, qui va s'emparer de ce sujet, qui va défendre ces deux femmes, enfin cette mère et sa fille, mais qui va aller plus loin. En fait, elle va aller contre les lois écrites par des hommes quand même. Hein, c'est vraiment ça. C'est en ça que c'est historique, Bobigny. Oui, alors de toute façon, le droit, il a été écrit pendant des milliers d'années par des hommes. On se retrouve dans un tribunal. Il faut savoir que jusqu'au tout début du XXe siècle, il n'y avait pas d'avocate. Jusqu'en 1946, en France, il n'y a pas de magistrate. Donc, les femmes, elles sont soit accusées, soit possiblement témoins, mais c'est tout. Et Halimi le met bien tous ces hommes devant ce fait-là en disant mais de quoi on parle là, vous êtes des hommes qui sont en train de juger soit les violences sexuelles, soit effectivement les avortements, on parle d'utérus, on se parle de spéculum, et il y a quand même ce passage complètement surréaliste avec le spéculum là, avec le spéculum dans la bouche, cette question qui est posée, donc qui prouve que ces hommes qui se permettent de les juger sont incapables de connaître comment tout ça fonctionne. Ça, ce sont des vrais faits qui vous ont été rapportés ou ça a été... Les minutes du procès sont tout à fait trouvables partout. Voilà. Donc c'est à partir de là, vous avez fait des choix quand même. C'est ça aussi quand on fait une bande dessinée, c'est pas non plus comme un roman, on n'a pas 500 pages. Donc, on pourrait, mais même ça ferait pas 500 pages de roman si vous voulez. Donc on compresse, on a moins effectivement de textes et les dialogues, beaucoup des dialogues, se sont produits, sont le réel. La chose que j'ai faite pour la narration, pour la fluidité du récit, c'est que en fait il y a eu 2 procès de Bobigny, il y a eu le procès de Marie-Claire, il y a eu le procès des femmes adultes, et donc moi j'ai transformé ces 2 procès en un seul. Donc il est vrai que, disons, c'est pas très protocolaire voilà. Mais c'était vraiment pour qu'il n'y ait pas de rupture narrative. C'est important aussi de mettre en dessin et même en texte des textes fondamentaux, comme l'appel des 343 femmes, par exemple. Je vais le montrer d'ailleurs ici. C'était important de le recopier. Alors, c'était important pour montrer qu'elle s'inscrivait dans quelque chose, dans un contexte, parce qu'il n'y a pas de choses spontanées comme ça. Pourquoi Bobigny à ce moment-là? Mais c'est parce qu'aussi, l'année précédente, il y a eu l'appel de ces 343. Enfin, tout ça, ce sont des marches vers la loi, si vous voulez. C'était inéluctable. J'ai l'impression, quand on lit cette bande dessinée, on a l'impression que ça avance, ça va aller. Le procès dure plusieurs jours, l'opinion publique change, il y a des hommes politiques qui viennent, il y a Michel Rocard et d'autres, des actrices de cinéma, Delphine Seyrig et d'autres également. Mais la société est en train de bouger, quoi. C'est comme un rouleau compresseur. C'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est dans le débat public. Et de plus en plus de gens estiment qu'il est inacceptable. En plus, c'est un cas exemplaire, une jeune mineure violée qui se retrouve, sa mère en plus, et sa mère aussi toujours dans l'exemplarité, Michel Chevalier qui est pour moi le personnage central de cet album. Voilà, on peut rien lui reprocher à part être une mère courage, je veux dire, et soutenir sa fille contre vents et marées. Donc on est vraiment dans l'affaire qui fait basculer, les choses.
y a l'étape Halimi, et puis il y a l'étape Assemblée nationale aussi. Ça, c'est encore autre chose. On est en 75. 74. 74. Et la loi est 74, 75. Voilà. Là, vous le montrez aussi en fin d'album. C'était important que ce soit là aussi. Oui, qu'il y ait une conclusion, en fait, de montrer que cette lutte-là, qui était la lutte d'une jeune femme, de sa mère et de femmes autour d'elle, a abouti à ça. Mais je le répète, ça fait partie d'un tout, en fait, et d'un contexte. Et oui, il y a une résolution positive. Et les hommes là-dedans? Je crois qu'on en a mis quelques-uns. Oui, c'est vrai. Il y a Michel Rocard, il y a Jacques Monod, il y a le professeur Méliès que je trouve très très intéressant. C'est lui qui est chrétien? Oui, absolument. Il est catholique pratiquant, il est médecin. J'avais oublié moi ça. Et c'est très intéressant son témoignage quand il dit à titre individuel, pour des raisons religieuses, morales, ce qu'on veut, je suis contre l'avortement, mais je suis médecin et donc j'en ai pratiqué où j'ai aidé des femmes à ce qu'elles puissent avorter parce qu'ils se retrouvent face au réel aussi. Donc moi je trouve ce témoignage essentiel. Oui, c'est une forme de courage de sa part. Oui. C'est une magnifique BD. Si vous avez oublié un petit peu tout ce qui s'est passé dans ces années-là et qui sont tellement importantes pour aujourd'hui et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, parce le travail n'est pas fini, je veux dire, loin de là. Précipitez-vous sur cette bande dessinée, c'est chez Glénat Bobigny, 1972, avec Carole Morel au dessin, qui a bien suivi, je trouve aussi, les personnages, l'angoisse, l'attente. Elle a une très grande sensibilité, beaucoup d'émotions dans son dessin, et je voulais absolument travailler avec elle sur cet album de toute façon. Donc, voilà. Complètement. Il nous reste très peu de temps pour votre livre coup de cœur, c'est Triste Tigre, Neshino. Oui. J'avais envie de vous dire, oui, évidemment. Pourquoi ce choix? Oui, évidemment. Non, je l'ai lu donc à sa sortie. J'ai pas attendu qu'il y ait une hyper médiatisation du livre. Je suis tournée autour de 3 jours et ça a été une claque. J'avais pas ressenti ça depuis King Kong Theory, de Virginie Despentes, pareil, que j'avais lu à sa sortie. Et c'est un livre essentiel et fondamental et une grande parole. À lire, absolument. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie, nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.